secrétaire général Tolum s'exprime à l'Académie d'administration publique auprès du président du Kazakhstan, soulignant l'importance du partenariat stratégique entre les deux pays. La fête du Vesak 2025 attire de nombreux bouddhistes vietnamiens d'outre-mer. C'est l'occasion pour eux de se connecter profondément à leurs racines. La victoire historique de Dien Bien Phu reste intacte dans la mémoire et dans les simples photos en noir et blanc de l'ancien combattant Trần Quang Hưng. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans cette nouvelle édition du Journal francophone. Dans le cadre de sa visite d'État au Kazakhstan, le secrétaire général Tolum et le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev ont assisté ce mercredi à une parade militaire célébrant le 80e anniversaire de la victoire sur le nazisme organisée sur la place de l'Indépendance à Astana. L'événement a réuni plus de 4000 militaires, 200 véhicules blindés ainsi que 66 avions et hélicoptères. Chaque bloc de parade est composé de 156 soldats et une fanfare militaire avec 300 musiciens se trouve à la fin de la parade. La parade est l'occasion de commémorer les grandes contributions du peuple kazakh qui s'est battu pour protéger la patrie. C'est aussi l'occasion de démontrer la puissance des forces armées kazakhes. Mardi soir, le secrétaire général Tolum a prononcé un discours à l'Académie d'administration publique auprès du président du Kazakhstan. Le discours était sur le thème « Promouvoir l'amitié traditionnelle et le partenariat stratégique entre le Vietnam et le Kazakhstan », faisant des deux pays un pont de coopération entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale. L'Académie d'administration publique auprès du président du Kazakhstan est un établissement d'enseignement et de recherche de premier plan qui forme des cadres supérieurs du secteur public du Kazakhstan. Dans son discours, le secrétaire général Tolum a affirmé que le Vietnam et le Kazakhstan partagent de nombreuses similitudes en termes de situation géostratégique, d'histoire, de développement et de culture. Les deux pays ont également surmonté des périodes économiques difficiles et ont connu une forte croissance grâce à l'esprit d'innovation, à la créativité, à l'audace de penser et d'agir. Lors de la visite officielle au Vietnam du président du Kazakhstan en août 2023, le président Kassym-Jomart Tokayev a remis à feu le secrétaire général Nguyen Phu Trong un album de photos significatives de la visite du président Ho Chi Minh au Kazakhstan en 1959. L'héritage laissé par le président Ho Chi Minh, y compris son amitié pour le Kazakhstan, a été transmis aux générations futures. Durant sa guerre de résistance, le Vietnam a reçu un soutien inestimable de nombreux amis kazakhs. Pour mettre en œuvre la déclaration conjointe sur l'amélioration des relations entre le Vietnam et le Kazakhstan, le secrétaire général Tolum a mis l'accent sur 5 connexions, notamment les connexions humaines, les connexions en termes d'infrastructures de transport, de politique, de formation, de sciences, technologies et d'innovation. Les deux pays doivent promouvoir leur rôle central et de la connectivité interrégionale pour élargir la coopération entre l'Asie du Sud-Est et l'Asie centrale. Le Vietnam souhaite travailler avec le Kazakhstan pour faire de la coopération économique, commerciale et d'investissement un pilier important des relations bilatérales. Les deux pays souhaitent doubler leur chiffre d'affaires commercial à 5 milliards de dollars d'ici 2030. Nous souhaitons renforcer la coopération avec le Kazakhstan au sein de l'Union économique eurasienne et accéder au marché européen via l'Asie centrale. Le Vietnam espère également que le Kazakhstan coopérera et partagera ses expériences dans le développement de centres financiers internationaux.
Le secrétaire général Tolum a également affirmé les contributions importantes de l'Académie d'administration publique aux réalisations de développement du Kazakhstan, estimant que l'Académie continuera à jouer un rôle central dans la promotion de l'éducation et du progrès au Kazakhstan ainsi que dans la région. Tout de suite, deux autres activités du secrétaire général Tolum dans le cadre de sa visite d'État au Kazakhstan. Plus tôt dans la journée, Tolum a rencontré plusieurs acteurs économiques kazakhs. Il a notamment reçu les représentants du groupe Cotécon, spécialisé dans la construction et l'exploitation minière, et les a invités à renforcer leur présence au Kazakhstan dans une logique de coopération mutuellement bénéfique. Le président du groupe, Kustobola Dulsenov, a exprimé en retour son souhait de participer à des projets d'infrastructures d'envergure au Vietnam. Le secrétaire général Tolum a également visité le Centre financier international d'Astana, IFC, actuellement classé au premier rang parmi 14 centres financiers en Asie centrale et en Europe de l'Est. Son but est d'attirer les investissements étrangers, de développer les marchés de capitaux et de faire du Kazakhstan un centre régional de services financiers. En août dernier, plus de 3000 entreprises étaient enregistrées à l'IFC, dont de grands groupes mondiaux du secteur de l'audit et de la banque. L'IFC a injecté plus de 11,9 milliards de dollars dans l'économie du Kazakhstan. Terminant avec succès sa visite d'État au Kazakhstan, le secrétaire général Tolum est arrivé ce mercredi après-midi en Azerbaïdjan, la deuxième étape de sa tournée dans 4 pays de l'ex-Union soviétique. Tolum effectuera une visite d'État en Azerbaïdjan les 7 et 8 mai. Il s'agit de la première visite au niveau de secrétaire général depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Et cette visite devrait contribuer à porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur. La marine populaire vietnamienne a célébré aujourd'hui son 70e anniversaire. Une cérémonie a été organisée dans la ville portuaire de Hai Phong en présence du président Lương Cường. Fier des victoires et des réalisations de la marine au cours des 70 dernières années, le président Lương Cường a demandé aux forces navales de défendre résolument la souveraineté maritime. Il s'est dit convaincu que les forces navales continueront à s'unir et à se tenir aux côtés de l'ensemble du parti, du peuple et de l'armée pour conduire le pays avec confiance vers une nouvelle ère de développement et de prospérité. À cette occasion, pour la 3e fois, la marine populaire vietnamienne a été honorée de l'ordre Ho Chi Minh, une distinction honorifique décernée par le parti et l'État. Mardi soir, le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le président du Tribunal international du droit de la mer, le juge en chef Thomas Hayder. Phạm Minh Chính a affirmé que le Vietnam visait à devenir une nation maritime forte avec un développement durable, prospère et sûr. Le Premier ministre a souligné la valeur de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, la considérant comme une constitution pour l'océan, créant un cadre juridique pour réglementer toutes les activités en mer et la base du maintien de l'ordre, de la paix et de la stabilité en mer, y compris en mer de l'Est. Le Premier ministre a réaffirmé la politique constante du Vietnam de respecter et d'appliquer strict du droit international, dont la CNUDM de 1982. Au cours des récentes vacances du 30 avril et du 1er mai, les exportations à travers les postes frontières entre le Vietnam et la Chine ont fortement augmenté. Les deux parties ont facilité les échanges de marchandises et en seulement 5 jours, plus de 1600 véhicules transportant des produits agricoles vietnamiens destinés à l'exportation ont été dédouanés. Il s'agit d'un chiffre significatif contribuant à la croissance du pays. Aux postes frontières internationaux de Hữu Nghị Quan, Tân Thanh, Po Chai, Chi Ma, Ái Điểm, les forces fonctionnelles du Vietnam et de la Chine se sont étroitement coordonnées pour faciliter les procédures de dédouanement des marchandises. Pour les produits agricoles frais comme la mangue,
le jacquier ou le durian. Les activités d'exportation se déroulent de 6h à 19h et peuvent même durer jusqu'à 21h. Nous exportons 6 à 8 expéditions par jour. Les procédures sont effectuées de manière efficace et rapide. Je transporte des fruits du Dragon du Sud au nord. Même pendant les vacances, les autorités continuent de travailler pour dédouaner les marchandises. En plus d'informer la communauté des affaires pour qu'elle soit consciente et proactive dans l'importation et l'exportation de marchandises, les autorités renforcent également la réglementation du trafic entrant et sortant de la zone frontalière afin d'éviter les embouteillages. Nous avons déployé des forces dans les endroits à risque de congestion pour assurer un trafic fluide. Les autorités ont également réparti la circulation à distance. Nous avons mis en place du personnel pendant les vacances pour garantir que les marchandises ne soient pas encombrées. Dans les prochains jours, les autorités locales continueront de faciliter le bon déroulement des activités d'importation et d'exportation en accordant notamment la priorité aux procédures de dédouanement des véhicules transportant des fruits frais destinés à l'exportation. Actuellement, l'industrie vietnamienne des fruits et légumes est confrontée à de nombreuses pressions. Les États-Unis imposent les tarifs réciproques alors que la Chine n'a pas encore augmenté ses importations. Les entreprises ont donc du mal à trouver des débouchés. Cependant, grâce à des approches flexibles, elles parviennent encore à trouver des commandes et s'efforcent de maintenir leur dynamique d'exportation malgré ce contexte difficile. Tout de suite, état de lieu. Après que les États-Unis ont suspendu la taxe de 46%, cette entreprise a augmenté l'achat de matières premières, la transformation et profité de l'occasion pour livrer les commandes déjà signées. Nous essayons de livrer les commandes rapidement afin de profiter des 90 jours pendant lesquels la partie américaine n'a pas imposé de nouvelles taxes. Non seulement les usines profitent de l'opportunité de 90 jours sur le marché américain, mais elles recherchent également activement de nouveaux marchés en Europe et en Asie. En outre, les entreprises s'efforcent également de diversifier leurs produits pour être compétitives de manière durable à l'exportation. Les prix de la noix de coco atteignent actuellement des niveaux records. Profitant pleinement de l'opportunité offerte par la baisse de l'offre dans de nombreux pays, les usines du delta du Mekong élargissent leur marché pour augmenter leur chiffre d'affaires à l'exportation. Le changement climatique et les mauvaises récoltes ont réduit les réserves de noix de coco. Nous nous efforçons de surmonter ces difficultés. Nous travaillons avec des entreprises et des coopératives pour contrôler les matières premières, garantir la qualité et le rendement pour les exportations. L'objectif d'exportation de 8 milliards de dollars en 2025 constitue un énorme défi pour l'industrie vietnamienne des fruits et légumes. Pour une exportation durable et à long terme, diversifier les produits et s'efforcer de trouver et d'exploiter efficacement de nombreux marchés de niche sont les priorités de cette industrie dans le contexte actuel. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam pour ce 7 mai. La journée des Nations Unies du Vesak 2025 a été officiellement ouverte mardi le 6 mai à Ho Chi Minh Ville. Le Vesak 2025 n'est pas seulement un événement majeur du bouddhisme mondial, il devient également un pont sacré ramenant des centaines de bouddhistes vietnamiens d'outre-mer du monde entier vers leur patrie. À la lumière de la compassion et de la sagesse du bouddhisme, ils vénèrent, prient et surtout se connectent profondément à leurs racines. Plus de 380 bouddhistes d'outre-mer venus de près de 30 pays et territoires se sont réunis à Ho Chi Minh Ville, un nombre record dans l'histoire du Vesak au Vietnam. Pour eux, il ne s'agit pas seulement d'un voyage spirituel, mais aussi d'un voyage de retour vers leur patrie.
Dans la foule animée, il y avait des Vietnamiens d'outre-mer qui participaient pour la première fois au Vesak dans le pays d'origine. C'est la première fois que nous retournons au Vietnam à cette occasion pour assister à la célébration du Vesak de l'ONU. C'est un honneur et une fierté et je me considère vraiment chanceuse. Vesak n'est pas seulement une occasion d'honorer la naissance, l'illumination et le nirvana de Bouddha, mais aussi une opportunité de connecter la communauté vietnamienne à travers le monde, en diffusant les valeurs humanistes et l'esprit de tolérance du bouddhisme vietnamien au monde. Les Vietnamiens d'outre-mer et moi sommes ici, c'est une connexion. Et nous espérons que tous les bouddhistes qui n'ont jamais eu l'occasion de retourner au Vietnam pour assister à une grande cérémonie comme celle-ci auront l'opportunité d'y assister. Ils pourront se rencontrer pour échanger des pensées et des sentiments et prier pour que le pays devienne de plus en plus prospère. De l'Australie à l'Europe et à l'Amérique, chaque Vietnamien partage un amour pour sa patrie et une croyance dans le pouvoir de la communauté vietnamienne d'outre-mer, dans la préservation et la promotion de l'identité vietnamienne à l'étranger. Il n'y a pas encore de pagode en Islande, nous voulons donc vraiment en construire une. Nous avons créé une association bouddhiste vietnamienne pour que les bouddhistes puissent venir partager le dharma et chanter des sutras. Les Vietnamiens d'outre-mer comme nous espèrent vraiment que le parti et l'État prêteront attention à la diffusion de l'esprit du bouddhisme et nous aideront à participer à des événements comme celui-ci. La présence de la communauté bouddhiste vietnamienne d'outre-mer au Vesak 2025 témoigne de la vitalité et de l'influence du bouddhisme vietnamien sur la scène internationale. En même temps, c'est aussi une affirmation que peu importe où ils se trouvent, les Vietnamiens d'outre-mer se tournent toujours vers leur patrie avec amour, foi et aspiration pour l'avenir. Aujourd'hui, les Vietnamiens célèbrent le 71e anniversaire de la victoire historique de Điện Biên Phủ. Cette victoire reste intacte dans la mémoire, dans les histoires et dans les simples mais précieuses photos en noir et blanc de l'ancien combattant Trần Quang Hưng. Durant la bataille de Điện Biên Phủ, avec son appareil photo, il a immortalisé les portraits de ses camarades ainsi que les moments de la reconstruction de la ville de Điện Biên Phủ après la victoire. Ces photos sont désormais devenues des trésors, non seulement pour lui, mais aussi pour toute l'histoire. Cet appareil photo m'a accompagné tout au long de la bataille de Dien Bien Phu. Grâce à lui, j'ai pu prendre de nombreuses photos de mes camarades ainsi que des activités de production et de combat des minoritaires ethniques de Lê Chô et Dien Bien. sản xuất chiến đấu của đồng bào các dân tộc Lai Châu Điện Biên. 70 ans se sont écoulés depuis la victoire historique de Điện Biên Phủ. Chaque fois qu'il revoit les photos, les souvenirs de plus de 30 ans de combat et de travail à Điện Biên Phủ de lui reviennent en force. Après la fin de la guerre, la reconstruction de Điện Biên Phủ fut prise en charge par les soldats eux-mêmes. La division 316, régime 176 a été chargé de construire la ferme de Điện Biên, y compris une cantine pour servir les soldats. Monsieur Hưng a commencé son travail de préservation des images de Điện Biên avec le studio photo Hoa Ban, Fleur d'Aubagny. Les dirigeants de l'unité nous ont chargés d'ouvrir un studio photo pour prendre gratuitement des photos pour les soldats. C'était un travail très dur à l'époque. Pendant la journée, nous prenions des photos, la nuit, nous développions les films jusqu'à 2-3 heures du matin. Il n'y avait pas d'électricité pour agrandir les photos, nous imprimions seulement des petites photos, puis nous les donnions aux gens pour qu'ils les envoient à leur famille. Ils étaient tous très heureux. Ces photos apparemment simples sont les témoins vivants d'une génération de héros et un cadeau inestimable pour les générations futures. De nombreux descendants de soldats de Điện Biên Phủ ont contacté M. Hưng pour solliciter des photos de leurs parents. Alo chú à, chú Hưng ơi, con Mùi đây, con bố Lê Thành Cáu đây. Quý trời lắm đấy mày ơi. Cho nên thì là, nhưng mà hãy cáu thôi, lúc nào mà cáu lên thì tránh xa xa không ra một tí.
Je suis allée à Ho Chi Minh Ville pour rencontrer M. Hung et j'ai été vraiment émue. Je ne pense pas qu'il y a 7 décennies, il pensait déjà à prendre des photos de ses camarades. À cette époque, les gens ne pensaient qu'à la survie et à la nourriture. Hung était conscient de préserver les moments historiques précieux. J'ai 90 ans cette année, donc je pense qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Je garde les photos avec des soins très minutieux. Dien Bien est devenu une partie de mon corps et de toute ma vie. Gắn bó cả cái cuộc đời của tôi, thời kỳ trai trẻ, mảnh đất Điện Biên đối với tôi rất là trân trọng. Điện Biên Phủ, un nom profondément gravé dans la mémoire du peuple vietnamien, est un symbole d'esprit indomptable, de solidarité et de victoire face à tous les défis. Mais comment un chef d'orchestre étranger peut-il exprimer ses émotions à travers la musique? Rencontrons tout de suite Olivier Ochanin, un chef d'orchestre français primé de la symphonie de Điện Biên Phủ, une œuvre émouvante qui élève l'esprit révolutionnaire vietnamien au sommet de l'art. Fort de 10 ans d'implication dans la vie et la culture vietnamienne, Olivier a insufflé un nouveau souffle à cette œuvre emblématique tout en restant empreinte de respect. Découvrons comment Olivier Ochanin relie l'histoire et la culture à travers chaque note de musique. Lorsque les sons majestueux de la symphonie poétique de Điện Biên Phủ ont retenti, toute la salle semblait silencieuse. Une symphonie écrite par un Vietnamien, mais dirigée et interprétée par un chef français. Dans l'atmosphère animée des grandes fêtes vietnamiennes, cette interprétation est comme une sincère gratitude d'Olivier Ochanin envers la terre à laquelle il s'est attaché depuis près de 10 ans. Diriger l'œuvre Dien Bien Phu ne se résume pas à interpréter une magnifique œuvre de Tran Man Hung, mais aussi à recréer l'histoire d'une certaine manière. Chaque note est porteuse de lutte, de sacrifice et d'émotion. J'ai le sentiment que nombre des spectateurs présents ont connu les épreuves et les défis de la guerre. Je pense que la musique les a touchés. Nombre de membres de l'orchestre sont étrangers, c'est donc un honneur pour nous de participer à ce concert. L'œuvre Le sommet de la gloire, la symphonie poétique de Điện Biên Phủ, est condensée en un seul mouvement musical, imprégné d'influences musicales traditionnelles et recréant une page héroïque de l'histoire de la nation à travers des mélodies. La symphonie poétique de Dien Bien Phu est une œuvre relatant la glorieuse victoire du peuple vietnamien lors de la résistance contre les Français. J'ai donc utilisé de nombreux sons, imitant les sonorités de la musique des montagnes du Nord-Ouest. J'ai composé ces pièces en m'inspirant du style esthétique de l'ethnie Thaï, Hmong, Dao et de nombreux autres groupes ethniques. Les instruments à cordes sont joués comme le luth tin des Thaï et à certains endroits, les sons des tambours rappellent ceux des Dao. Pour la pièce de Dien Bien Phu, nous avons travaillé ensemble pour équilibrer la performance, car certaines musiques sont assez denses et fortes. Surtout lors de la victoire, lorsque les Français ont perdu la bataille, c'était un moment héroïque, la musique est devenue plus retentissante que jamais. Nous avons dû travailler pour harmoniser la performance. Tout est séquentiel. Diplômé d'un master en direction symphonique de l'Université de Californie du Sud aux États-Unis, Olivier Ochanin a remporté de nombreux prix internationaux, parmi lesquels premier prix du concours international de direction Antal Dorati à Budapest, Hongrie, lauréat du prix américain 2015 dans la catégorie orchestre professionnel. Malgré ses réussites, il a choisi le Vietnam comme sa deuxième patrie, où il poursuit son rêve de hisser un orchestre symphonique vietnamien au niveau international.
Les chefs d'orchestre sont comme les entraîneurs d'une équipe. Notre équipe de football a souvent obtenu d'excellents résultats grâce à la contribution d'entraîneurs internationaux talentueux. Un chef d'orchestre international talentueux est donc indispensable à l'orchestre vietnamien. De plus en plus de Vietnamiens s'intéressent à la musique. Les jeunes s'intéressent également de plus en plus à la musique classique, ce qui est très intéressant au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais il y a 10 ou 15 ans. Mon objectif est de faire revenir au Vietnam davantage de musiciens talentueux vietnamiens ayant étudié à l'étranger. Nous voulons inciter davantage de jeunes à essayer la musique, pas seulement à essayer, mais au moins à intégrer la musique à leur vie d'une manière ou d'une autre. Et en fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir et à très bientôt.